Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille, dans le nord de la France, au sein d'une famille catholique, patriote et bourgeoise cultivée. Son père, Henri de Gaulle, est professeur d'histoire et de lettres, tandis que sa mère, Jeanne Maillot, incarne la rigueur morale et les traditions familiales. Enfant, Charles est assez réservé, mais déjà habité par le sentiment d'appartenir à une nation au passé exceptionnel et au destin singulier. Très tôt, il lit les grands auteurs français, s'intéresse aux guerres napoléoniennes, et développe, dans les discussions familiales, un goût prononcé pour l'histoire militaire. Cette éducation, mêlant foi religieuse, sens de l'honneur et attachement à la France, joue un rôle déterminant dans sa personnalité future. À l'adolescence, Charles de Gaulle étudie dans des institutions catholiques à Paris, où sa famille s'est installée. Intelligent et travailleur, il s'oriente très tôt vers la carrière militaire. En 1909, il est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, prestigieuse institution formant les futurs officiers français. Il y étudie la stratégie, l'organisation des armées et l'histoire des conflits. Il se fait remarquer par son sérieux, son esprit d'analyse et sa haute idée du commandement. Diplômé en 1912, il rejoint le 33e régiment d'infanterie à Arras, sous les ordres d'un certain colonel Philippe Pétain, qui deviendra son supérieur, son mentor, puis son adversaire. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, de Gaulle est lieutenant. Il participe au combat dans les premiers mois du conflit, notamment lors de la bataille de la Marne. Il se distingue par son courage. Mais il est blessé une première fois. Rétabli, il retourne au front. En 1915, il est à nouveau blessé, cette fois à la poitrine. Puis encore une troisième fois en 1916, à Verdun, lors d'un assaut particulièrement meurtrier. Durant cette bataille, il est fait prisonnier par les Allemands après avoir perdu connaissance sur le champ de bataille. Il reste captif jusqu'à la fin de la guerre, malgré plusieurs tentatives d'évasion. Cette expérience le marque profondément, il observe les erreurs stratégiques de l'état-major. Réfléchit à la manière dont la France pourrait moderniser son armée, et médite sur les futurs conflits possibles. Après l'armistice de 1918, de Gaulle poursuit sa carrière militaire avec détermination. Il fréquente l'école de guerre à Paris, approfondit ses connaissances opérationnelles et se montre critique envers l'immobilisme de l'institution. Il écrit plusieurs ouvrages, dont La discorde chez l'ennemi, 1924, analysant les faiblesses de l'armée allemande pendant la guerre, et plus tard, Vers l'armée de métier, 1934. Dans lequel il préconise la création de divisions blindées autonomes, soutenues par une aviation efficace. Ces idées novatrices, qui anticipent la guerre mécanisée moderne, ne sont que partiellement entendues à l'époque, dans une France encore traumatisée par les horreurs des tranchées et attachée à une stratégie défensive. Dans l'entre-deux-guerres, de Gaulle gravit les échelons. Il commande des unités, enseigne à l'école de guerre, et se forge une réputation d'officier brillant mais peu diplomate. Il épouse en 1921 Yvonne Vendroux, avec qui il aura 3 enfants, dont Anne, atteinte de trisomie 21, qu'il aimera profondément toute sa vie. Cette dimension familiale est importante, si de Gaulle est un homme public. Il reste aussi discret et protecteur dans sa vie privée. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. De Gaulle, alors colonel, obtient enfin la direction d'une division blindée. Le 17 mai 1940, près de Montcornet, il dirige une contre-attaque audacieuse contre les forces allemandes, bien que partielle et tardive. Cette action attire l'attention. Le 1er juin, il est promu général de brigade à titre temporaire et devient sous-secrétaire d'État à la Défense nationale dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais la situation militaire se dégrade rapidement. Après la démission de Reynaud, le maréchal Pétain prend la tête du gouvernement et demande l'armistice à l'Allemagne. De Gaulle refuse la défaite et quitte la France pour Londres le 17 juin 1940. Le lendemain, Pétain annonce à la radio qu'il faut « cesser le combat ».
Le 18 juin 1940. Depuis les studios de la BBC, Charles de Gaulle lance un appel à continuer la lutte. Peu de Français entendent son discours sur le moment. Mais ce message devient un symbole fondateur. Il dénonce la capitulation, affirme que la France n'est pas vaincue et appelle les soldats, les ingénieurs et les ouvriers à le rejoindre en Grande-Bretagne. Reconnu par Winston Churchill comme le chef des Français libres, il s'efforce de reconstituer une armée, d'unir les résistances extérieures et intérieures, et de maintenir l'idée d'une France souveraine. Pendant les années 1940 à 1944, De Gaulle entreprend un long combat diplomatique et politique. Il installe à Londres, puis à Alger le Comité national français, qui devient en 1943 le Comité français de libération nationale. Avec l'ambition de représenter la France légitime contre le régime de Vichy. Il se heurte aux Alliés, notamment aux Américains qui préfèrent traiter avec le général Giraud. Mais il finit par s'imposer comme l'unique représentant politique des résistances françaises. Il veille à ce que la France soit considérée comme un allié à part entière, et non comme un pays passif dans la guerre. Après le débarquement en Normandie en juin 1944 et la libération progressive du territoire, De Gaulle rentre à Paris en août. Il prononce un discours célèbre à l'Hôtel de Ville, affirmant que « Paris libéré par lui-même », libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, laissant entendre que la légitimité française n'a jamais disparu. Il dirige alors le gouvernement provisoire de la République française, chargé de restaurer l'autorité de l'État, d'épurer les collaborateurs, de relancer l'économie et de préparer de nouvelles institutions démocratiques. Il accorde entre autres le droit de vote aux femmes en 1944. Promeut la sécurité sociale et nationalise plusieurs secteurs stratégiques. Pourtant, en janvier 1946, en désaccord avec les partis et le fonctionnement parlementaire, De Gaulle démissionne. Il critique ouvertement ce qu'il appelle « le régime des partis » dans son discours de Bayeux. En juin 1946, où il expose sa vision d'un exécutif fort et stable, la 4e République, instaurée cette même année, ne retient pas ses idées et sera rapidement marquée par l'instabilité gouvernementale, les difficultés économiques et les guerres coloniales. Commence alors pour lui la période dite de « la traversée du désert ». Il se retire de la vie politique active, s'installe à Colombey-les-Deux-Églises, un village de Haute-Marne, écrit ses mémoires de guerre et observe la situation avec distance. Il fonde le Rassemblement du peuple français, RPF, en 1947. Mais le mouvement s'épuise face aux résistances parlementaires. Pendant plus de 10 ans, il reste en retrait, critiquant régulièrement les faiblesses de la 4e République. C'est la guerre d'Algérie qui provoque son retour au pouvoir. En 1958, la crise s'aggrave, l'armée en Algérie menace de renverser le gouvernement. Et la France est au bord de la guerre civile. Le 13 mai, un comité insurrectionnel à Alger réclame l'arrivée de Gaulle. Sous la pression, le président René Coty fait appel à lui. Le 1er juin 1958, De Gaulle devient président du Conseil. Il exige et obtient les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Celle-ci est adoptée par référendum et fonde la 5e République, avec un exécutif fort. Comme il l'avait souhaité, en décembre 1958, il est élu président de la République par un collège électoral. À partir de 1959, De Gaulle engage la France dans une nouvelle voie. Sur le plan international, il applique une politique d'indépendance nationale. Il dote la France de l'arme nucléaire. Refuse de se soumettre à l'hégémonie américaine. Retire le pays du commandement intégré de l'OTAN et défend une « Europe des nations » plutôt qu'une Europe supranationale. Il voyage beaucoup, affirmant la présence de la France sur la scène mondiale. De Moscou à Québec, de Phnom Penh à Bonn. Il mène une politique de grandeur, parfois critiquée, mais cohérente avec sa vision de l'État. Sur le plan intérieur, il doit gérer la question algérienne.
Après avoir laissé espérer aux partisans de l'Algérie française, qu'il pourrait maintenir le territoire dans l'ensemble national. Il évolue rapidement vers la reconnaissance de l'autodétermination du peuple algérien. Les négociations aboutissent aux accords d'Évian en mars 1962. Mettant fin à la guerre et ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie. Cette politique lui vaut des oppositions violentes, notamment de l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui tente plusieurs attentats contre lui. En 1962, il fait adopter par référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct, renforçant encore l'autorité présidentielle, réélu en 1965 face à François Mitterrand au second tour. Il poursuit sa politique jusqu'à la fin de la décennie. Cependant, en mai 1968, une révolte étudiante et ouvrière éclate en France. Les manifestations, grèves et occupations d'universités déstabilisent le pays. De Gaulle vacille, disparaît brièvement pour consulter le général Massu en Allemagne, puis reprend la main en dissolvant l'Assemblée nationale. Les élections législatives qui suivent lui donnent une large majorité, mais son prestige est ébranlé. En 1969, il propose une réforme du Sénat et une régionalisation accrue. Soumettant ce projet à référendum, il annonce qu'il démissionnera en cas d'échec. Le 27 avril 1969. Le « non » l'emporte. Fidèle à sa parole, Charles de Gaulle quitte la présidence le lendemain. Sans drame ni manœuvre, il se retire définitivement à Colombey-les-Deux-Églises avec son épouse Yvonne. Il refuse toute intervention dans la vie politique et rejette les sollicitations. Dans sa retraite, il commence à rédiger les « Mémoires d'espoir ». Poursuivant le récit entamé avec ses mémoires de guerre, il s'occupe de son jardin, reçoit quelques visiteurs triés sur le volet, et suit à distance l'actualité du monde. Bien qu'il n'apparaisse plus en public, son ombre demeure présente dans la vie politique française. Il incarne une certaine idée de la France, celle d'une nation souveraine, indépendante et digne. Le 9 novembre 1970, en fin de journée, Charles de Gaulle, âgé de 79 ans, s'installe dans son fauteuil pour une partie de cartes. Il est soudain frappé d'une rupture d'anévrisme. Il meurt peu après, sans agonie prolongée. Sa disparition provoque une émotion immense en France et à l'étranger. Toutefois, conformément à ses vœux, ses funérailles sont simples. Il avait expressément refusé des obsèques nationales. Il est enterré le 12 novembre dans le petit cimetière de Colombey, aux côtés de sa fille Anne, décédée en 1948. Sur sa tombe, une simple croix de Lorraine et une inscription sobre, Charles de Gaulle. 1890 à 1970. Une cérémonie solennelle a néanmoins lieu à Notre-Dame de Paris, en présence de nombreux chefs d'État étrangers, mais sans la dépouille du général. L'héritage de Charles de Gaulle est considérable. Fondateur de la Ve République, il a façonné les institutions politiques encore en vigueur aujourd'hui. Il a restauré le prestige et l'indépendance de la France sur la scène internationale et mis un terme à la guerre d'Algérie. Son action a marqué durablement la diplomatie, la défense, l'économie et l'identité nationale. Sa personne, à la fois autoritaire, visionnaire et profondément attachée à la souveraineté, continue d'inspirer ou d'être débattue. Les gaullistes de toute tendance se réclament de sa mémoire, tandis que ses détracteurs discutent sa conception du pouvoir et sa centralisation de l'État. Quoi qu'on pense de lui, Charles de Gaulle reste l'une des grandes figures françaises du XXe siècle. Sa vie, traversant 2 guerres mondiales, la défaite, la résistance, la libération, la crise coloniale et la refondation des institutions, offre un récit d'exception. Sa mort, survenue dans la simplicité et la discrétion qu'il revendiquait, clôt l'existence d'un homme qui n'a cessé de penser la France comme plus qu'un pays, une idée, un destin, une voix à part dans le concert des nations.